Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes dimanche 14 novembre 2021, il est déjà 23h02. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler de la suite d'un film. Mystère. Précédemment, donc dans Parlons DVD, je vous avais parlé des films Cloverfield 1 et Cloverfield 2, donc qui s'appelle Cloverfield et 10 Cloverfield Lane. Ce soir, donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Cloverfield 3 qui s'appelle The Cloverfield Paradox, également produit par J.J. Abrams, à qui on doit donc la fameuse série Fringe. Et d'autres choses. Mais pourquoi je parle de Fringe? Parce que c'est une série qui traite d'univers parallèles et c'est intéressant. Alors, de quoi parle le film The Cloverfield Paradox? Donc du coup, je vous recommande d'avoir vu au moins les deux premiers Cloverfield avant pour avoir l'ensemble de l'histoire. Alors évidemment le film peut être vu comme ça, comme un petit, comme un film, voilà, comme un stand-alone, mais bon c'est dommage parce qu'en fait, j'ai l'impression en fait que J.J. Abrams, alors c'est pas le réalisateur, c'est le producteur, néanmoins, donc d'après ce que j'ai lu sur internet, donc même si c'est pas lui qui a réalisé les films, c'est l'idée à la base vient de lui et donc du coup, les éléments scénaristiques, tout ça, il a quand même eu une forte influence sur les films. Donc du coup, on peut voir ça un petit peu comme, par exemple, le Marvel Universe, donc un peu comme un gigantesque puzzle en plusieurs morceaux, et chaque puzzle apporte des informations, et à savoir... Le principe du puzzle, c'est en morceaux. Ouais, et à savoir qu'est-ce que c'est dans l'ensemble, tout ça, donc... je vois la couverture bouger derrière moi, ça me coupe dans... Excusez-moi. Donc voilà, j'étais déconcentré. Donc ouais, donc du coup, il faut vraiment voir tous les morceaux pour comprendre l'ensemble de l'histoire. Alors avec ce troisième film-là, on aura des éléments supplémentaires complémentaires à l'histoire, mais évidemment, on n'aura pas toutes les réponses au mystère de Cloverfield. Pour ça, il faudra attendre le quatrième épisode. Le quatrième épisode n'est pas Overlord. Pendant longtemps, le film Overlord était pressenti comme faisant partie de l'univers connecté Cloverfield, sauf qu'apparemment ça a été démenti. J'avais vu la bande-annonce il y a un moment et je crois qu'il est question de zombies nazis ou un truc comme ça, mais en tout cas ça n'a strictement rien à voir avec Cloverfield. Par contre, il y a un quatrième film qui va sortir et qui est en tournage et qui serait prévu pour 2022, je crois. Donc à voir, mais en tout cas je suis impatient d'en savoir plus sur l'univers Cloverfield. Alors pour résumer rapidement le premier film Cloverfield, on suivait donc un groupe de jeunes qui étaient à une fête de départ pour qu'un de leurs potes qui devait partir au Japon pour un travail. Sauf que du coup tout était filmé à la caméra pour que ça devienne des souvenirs, donc un petit peu à la manière de Rec ou du projet Blair Witch. Sauf qu'il s'est passé un événement inattendu à Manhattan, c'est ça? L'île de Manhattan. Et donc du coup, les jeunes doivent survivre à la soirée qui leur tombe, et sur ce qui leur tombe dessus. Dans le deuxième film, là, donc on est sur un huis clos et donc la grosse partie de l'action se passe dans un genre de bunker où on a une jeune femme, Michelle, qui se retrouve, elle sait pas trop ce qu'elle fait là-dedans, elle sait juste qu'elle a eu un accident de voiture. Et donc du coup elle se retrouve dans ce bunker avec deux autres personnes et apparemment ce n'est plus possible de regagner la surface, c'est devenu trop dangereux. Donc elle va chercher à s'enfuir et également à comprendre ce qui se passe. Donc ça c'est le scénario du deuxième film Cloverfield, le 10 Cloverfield Lane. Là maintenant on est sur The Cloverfield Paradox. Alors je crois que c'était une exclue Netflix, mais c'est assez rare, mais il arrive parfois que les exclus Netflix sortent en DVD. Faudrait que je vérifie après, j'ai pas regardé les fiches Wikipédia, donc on regardera ensemble dans quelques instants. Je l'ai dit. Oui, t'en as parlé, mais des fois les films sortent sur Netflix sans forcément que ce soit des exclus. Mais il m'a semblé que c'était avoir lu quelque part il y a quelques temps que c'était une exclue.
Mais ça arrive, c'est exceptionnel, mais ça arrive que, en général, Netflix n'aime pas trop que leurs films ou que leurs séries sortent en DVD, et en général, ils font en sorte de bloquer. Je ne sais pas trop pourquoi ni comment, mais il est arrivé que certains films sortent de Netflix et arrivent en DVD, et donc du coup, c'était le cas de celui-ci. Qu'est-ce que tu voulais dire, Zulut? Non, mais je t'avais dit que en lisant Wikipédia, Hmm, c'était écrit sur Wikipédia. d'accord. Du coup, on va lire ensemble le synopsis. Donc, du coup, c'était la première fois que je le voyais, pareil pour Zou. Zou, l'univers Cloverfield, elle a découvert donc du coup ce week-end. Moi, je connaissais déjà le premier pour l'avoir vu plusieurs fois, donc je sais plus combien de fois je l'avais vu, deux fois, peut-être trois, avec hier. Mais le disque Cloverfield Lane, je l'ai découvert hier, et Paradox, du coup, je l'ai découvert aujourd'hui. Alors, ils nous disent: le producteur J.J. Abrams nous plonge encore plus loin dans l'univers Cloverfield avec ce mystérieux thriller fantastique. Une équipe de scientifiques envoyés en orbite pour sauver la planète d'une destruction imminente se retrouve piégée face à une sombre réalité alternative avec Gugu Mbatha-Raw, David Oyelowo, Daniel Brühl et Chris O'Dowd. The Cloverfield Paradox est le voyage ultime vers l'inconnu. En bonus, les choses ne sont pas toujours ce que l'on pense, le making-of du film pendant 13 minutes et l'équipage et le casting. Donc boîtier standard assez classique, rien de particulier, voilà, on est sur du standard. Alors, donc du coup, comme le boîtier spoil qu'il est question de réalité alternative, donc du coup, je pense qu'on peut en parler un peu. Alors, je vais parler un petit peu, je vais résumer un peu le film comme je fais souvent, mais ça va être sans spoiler. Et puis après, donc, on ira voir la fiche Wikipédia et la disponibilité DVD. Et puis après, dans la rubrique spoiler, je reparlerai un peu plus parce que j'ai toujours beaucoup de choses à dire sur cet univers qui est franchement très intriguant, l'univers Cloverfield. Alors le premier film je l'avais trouvé bien sympa, le deuxième j'ai adoré, et là ce troisième film ça a été une excellente surprise, donc j'allais dire une très bonne surprise, mais même je dirais même plus une excellente surprise. Alors je sais pas à quel film va ma préférence entre le 2 et le 3, j'ai beaucoup aimé les deux. Le premier, j'ai trouvé sympa, mais moins intéressant et moins intriguant que le 2 et 3. Néanmoins, il y avait des choses qui restaient suspens et quand même des mystères qui restaient à éclaircir. Et c'est toujours le cas après avoir vu le troisième film. Malheureusement, il nous en faut plus, toujours plus. Donc il nous faut un quatrième film en espérant un jour avoir toutes les pièces du puzzle. Surtout qu'apparemment, J.J. Abrams fait en sorte que les mystères restent épais. Alors, pour résumer un petit peu ce film, donc ce film, l'intrigue du film se passe en grande majorité dans une station spatiale appelée Cloverfield, mais il est également question d'un appareil, donc d'un dispositif sur cette station spatiale, qui sert comme accélérateur de particules et qu'ils appellent le Shepard, si j'ai bien compris. Parce qu'à un moment donné, ils utilisaient plusieurs noms, ils utilisaient le Shepard et le Cloverfield, et du coup je savais plus qu'est-ce que c'était quoi. Mais c'est ça, donc c'est le dispositif qui sert à accélérer les particules qui s'appelle le La Shepard, machine, ouais. et la machine quoi, et la station spatiale c'est le Cloverfield. Ouais. Et donc du coup, on a une petite intro assez rapide, mais plutôt quand même bien fichue, où dès les premières secondes en fait on a une voix off qui nous parle, tout ça, qui nous explique des trucs. Et donc on a une jeune femme qui s'apprête à partir dans l'espace, tout ça, donc elle discute avec son mari. Et, et donc pour une mission de toute importance, apparemment on apprend que sur Terre, donc il y a de gros problèmes, notamment des soucis de pénurie d'énergie. Et donc du coup, ça crée des tensions envers les différentes nations, jusqu'à être à la limite des prémices d'une ou plusieurs guerres entre les pays. Donc la problème de pénurie d'énergie est sur le point de devenir une catastrophe sans précédent. Du coup, la seule solution que la Terre a trouvée, c'est d'envoyer une équipe formée de spécialistes dans différents domaines et qui venant de différents pays. Et cette équipe composée des meilleurs donc, se retrouve sur une station spatiale sur le Cloverfield pour mener à bien un projet afin de créer une source d'énergie quasiment illimitée. Mais pour ça, il va falloir utiliser de nouveaux procédés qui sont évidemment à un stade expérimental et dont on ne connaît pas encore tous les possibles effets secondaires. Et donc, il va être question d'accélérateurs de particules, de bosons de Higgs et de beaucoup de termes que l'on entend par moment assez souvent dans la série télé The Big Bang Theory, notamment employé par Sheldon Cooper. Voilà pour la petite
référence. Et donc, du coup, voilà, comme on ne connaît pas trop les répercussions de l'accélérateur de particules et des expérimentations qu'ils vont faire dessus, ils ont trouvé ça moins dangereux et plus sensé de faire ça dans l'espace plutôt que sur Terre. Donc bon, ça se comprend en même temps. Parce que bon, à la limite, s'ils meurent tous et qu'ils fassent exploser leur station spatiale, eh bien, tant pis pour eux, quoi. Mais le monde continue, la vie continue sur Terre et c'est possible de recréer une station spatiale. Mais bon, s'ils font péter la planète, eh bien, c'est fini, c'est game over, quoi. Il n'y a pas de answer coin. Donc du coup, on comprend pourquoi ils décident de partir dans l'espace, tester leurs expériences. Et en même temps, tout l'avenir de l'humanité dépend d'eux. Donc c'est quand même énorme. Et donc on va trouver des spécialistes de différentes nations. Donc il va y avoir, alors je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais dans les pays représentés, donc il va y avoir la Russie, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, peut-être la Corée, la Chine ou le Japon, je sais pas. On a un asiatique, mais je sais pas si c'est dit de quel pays elle vient. Est-ce qu'il y a un américain? C'est possible, ça je sais pas. Parce que en fait, je me fiais au drapeau parce que chaque cosmonaute sur leur vêtement, il y a le drapeau du pays qui est représenté. Et donc, j'ai pas pu voir le drapeau de tous les cosmonautes ou les spationautes, je sais pas comment on dit. Mais voilà, donc pour faire une petite idée des pays représentés. La Russie aussi, je sais pas si je l'avais dit. La Russie, voilà aussi, etc. Donc du coup, les meilleurs partent dans l'espace et donc à travers la machine qui s'appelle donc du coup le Shepard, ils ont un certain nombre d'essais limités afin de pouvoir accomplir leur expérience. C'est parce que c'est par rapport à l'énergie qu'ils ont. Par rapport à l'énergie et aux matériaux et tout ce qui est leur possibilité. Donc, par rapport à tout un tas de facteurs, ils ont un certain nombre de tentatives limitées et à chaque expérience, ils essaient de comprendre qu'est-ce qui a foiré pour essayer de s'améliorer. Et ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir tenir en autonomie aussi longtemps que possible, que ce soit en nourriture, en eau, en air, etc. Ils sont capables de renouveler tout ça et ils ont même une machine, une espèce d'imprimante 3D moderne et tout le meilleur équipement ultra perfectionné qui est possible d'avoir. Et donc du coup, leur mission va prendre plus de temps que prévu. Ils vont se retrouver très 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 longtemps dans la station, jusqu'à un moment donné où finalement il va finir par se passer quelque chose. Donc j'essaie de ne pas trop spoiler. Et là donc du coup ça va être vraiment la deuxième phase du film, la deuxième partie. Et cette partie là en fait ça va être de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment se sortir de ce merdier là. Parce qu'en fait ils doivent accomplir à la base de leur mission, donc créer de l'énergie. Mais en même temps, s'ils ont fait une connerie ou ce qui est forcément le cas puisque ça parle de réalité alternée, donc et quand on connaît un petit peu les soucis qu'il y a dans les précédents films Cloverfield, dans le premier film Cloverfield, il y a un monstre géant ainsi que des petites créatures qui créent tout ça et ça ravage l'île de Manhattan. Donc c'est vraiment l'armée ne peut pas en venir en bout. Dans le deuxième film Cloverfield, il est, je suis obligé de spoiler un petit peu, je suis désolé, hein, mais bon, là donc une grosse partie du film se passe dans le bunker, mais il est également question apparemment d'invasion extraterrestre et autres. Donc du coup, on comprend pas bien le lien entre tous ces événements-là. Et là, évidemment, donc là, si on nous parle de paradoxe, notamment le paradoxe Cloverfield, on nous parle de réalité alternée, tout ça, donc on comprend forcément qu'à vouloir jouer avec l'accélérateur de particules, à vouloir faire des expériences pour accomplir l'impossible et créer une énergie limitée, on comprend et on devine aisément qu'en fait ça va partir complètement en vrille. Et le souci, c'est qu'en fait, donc nos amis, donc du coup, sont toujours à bord du Cloverfield, de la station spatiale. Le problème, c'est qu'ils ont paumé la Terre. Et ça, c'est pas un petit problème. Et en plus de ça, il manque une pièce d'élément indispensable pour faire fonctionner le Shepard. Et sans cette pièce-là, donc l'accélérateur de particules ne peut plus fonctionner. Et donc du coup,
ils ne peuvent plus retenter l'expérience. Du coup, ils ne savent pas si c'est la station spatiale qui a bougé, ils ne savent pas si c'est la Terre qui a bougé carrément à cause de leur expérience. Ils sont complètement paumés, ils ne comprennent pas ce qui se passe, donc ils vont devoir essayer de comprendre ce qui leur arrive. Et en plus de ça, donc comme forcément il est question de réalité alternée, donc ça je peux en parler sans trop spoiler puisque le résumé le spoil déjà. En plus de ça, évidemment, le fait d'avoir plusieurs réalités, à la limite même qui pourraient se superposer, ça serait dangereux. Donc, notamment, par exemple, si on a vu la série Fringe, où des personnes qui ne sont pas dans leur bonne réalité créent un problème et les réalités peuvent s'effondrer. Donc, J. Abrams a déjà abordé ce sujet dans la série qui est vraiment génial et que je recommande, la série Fringe, qui est extraordinaire. Ouais, que Zoulut m'a fait redécouvrir. Et forcément, J. Abrams nous remet un petit peu de ce sujet-là dans le paradoxe Cloverfield. Et donc, du coup, il est question de deux mondes différents et de tout un tas d'événements catastrophiques. Et forcément, comment ça s'appelle, les lois de la physique partent complètement. Ouais, c'est le mot que je cherchais. Les lois de la physique, forcément, à partir du moment où on déconne au niveau de la science, elle aime pas trop ça. Et donc, du coup, avec leurs expériences, les lois de la physique sont complètement perturbées et chamboulées. Et donc, du coup, en plus de devoir chercher une solution à leurs problèmes, à leurs nombreux problèmes, ils vont devoir affronter les lois de la physique qui sont complètement en vrille et donc du coup qui vont leur tomber dessus. Et il est fort possible que certains des membres de l'équipage meurent les uns après les autres. Donc voilà ce que je peux dire sans trop spoiler. Je ne vais pas en dire plus là, j'en reparlerai après à la fin de la vidéo dans la rubrique spoiler, mais voilà en gros pour le scénario de ce troisième film. Et vraiment sympa. Si vous aimez la science-fiction et que vous vous intéressez à l'univers connecté de The Cloverfield, c'est vraiment très très intéressant. En tout cas, moi j'ai bien aimé et je crois que Zoulut aussi. Hein. Le seul défaut que je pourrais émettre en fait, c'est par rapport au sous-titrage en fait. Donc on a vu le film en VF, mais par moments les spationautes parlent dans d'autres langues, notamment en chinois ou en coréen, je sais pas. Et on a plusieurs types de titres de sous-titrage différents et certains sous-titrages sont avec des caractères assez gros et visibles à voir, mais il y en a certains sous-titrages qui sont vraiment très fins et très petits et donc du coup il suffit qu'on soit au fond de la pièce, par exemple allongé sur le lit en train de regarder la télé et on n'arrive pas à suivre en fait les sous-titrages. Bon, il y en a pas, sont pas nombreux les sous-titrages quoi, il y a pas, c'est pas ouais, le film n'est pas entièrement sous-titré, quoi. C'est juste certains passages et certains dialogues qui sont sous-titrés parce qu'ils parlent dans une autre langue, c'est pour faire plus dans le roleplay, quoi, c'est normal. Mais par contre, des fois, c'est écrit trop petit et ça reste pas si longtemps à l'écran, et donc du coup, on n'a pas le temps de les lire et c'est un peu gênant. C'est le seul défaut que je pourrais dire pour le film. Après, évidemment, on a plusieurs éléments dans le film qui font lien, écho aux deux précédents films, mais ça je peux pas en dire plus sans spoiler, donc on en parlera à la fin. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia du film. The Cloverfield Paradox, ou le Paradoxe Cloverfield au Québec, est un film de science-fiction horrifique américain réalisé par Julius Onah et sorti en 2018 sur Netflix. Il s'agit du troisième volet de la franchise Cloverfield après Cloverfield de 2008 et 10 Cloverfield Lane de 2016. Présentation générale. Alors, je vais pas lire les synopsis détaillés parce qu'ils spoilent tout, mais par contre, la présentation générale peut être intéressante. Alors, on va le lire ensemble. En 2028, la Terre souffre en raison d'une crise d'énergie majeure. Tous les regards et espoirs sont tournés vers une mission à bord d'une station spatiale internationale nommée Cloverfield. À son bord, l'accélérateur de particules Shepard est resté. Après une tentative de lancement de la machine, une surcharge se produit. À la suite de cet incident, les scientifiques de la mission découvrent que la Terre a disparu. D'autres événements étranges vont alors se produire au sein de la station, mettant en danger l'ensemble de l'équipage. Ouais, ça va, ça spoil pas. Titre original et français, The Cloverfield Paradox. Titre québécois, le Paradoxe Cloverfield. Titre de travail, God Particle. Ouais. Réalisation, Julius Onah. Scénario, Oren Uziel, d'après une histoire d'Oren Uziel et Doug Jung. Production, J.J. Abrams et Lindsay Weber.
Budget 45 millions de dollars. Société de production Bad Robot et Paramount. Durée 102 minutes. Genre science-fiction horreur. Date de sortie États-Unis le 4 février 2018 sur Netflix. En France et au Québec le 5 février 2018 sur Netflix. Donc il semblerait bien que c'est une exclue Netflix. Mais du coup, si vous n'êtes pas abonné à Netflix, il y a toujours le DVD qui est trouvable. Donc ça, c'est plutôt cool. Casting, il y a Daniel Brühl qui joue Thomas Schmidt. Elisabeth Debicki qui joue Mina Jensen. Axel, alors Schmidt c'était l'allemand. Mina Jensen c'était la française. Axel Henny qui jouait Volkov, donc je pense c'était le russe. Gugu Mbatha-Raw qui jouait Ava Hamilton, donc elle c'était l'Angleterre. Chris O'Donnell qui jouait Mundy, alors lui c'était l'italien. Et alors c'est marrant parce que c'est un acteur et humoriste irlandais, et d'ailleurs je l'ai reconnu tout de suite, et j'ai trouvé génial de retrouver dans le film cet acteur-là, parce que c'est un acteur que j'ai adoré dans la série The Hit Crow. Alors la série The Hit Crow, quand elle a été diffusée sur Game One, j'ai vu quelques passages vite fait, j'avais pas plus adhéré que ça, donc j'avais trouvé ça, bref. Ça, et puis finalement après, par curiosité, j'ai voulu me lancer dessus sur Netflix, et finalement je l'ai regardé en boucle plusieurs fois d'affilée, et j'ai trouvé la série juste géniale, quoi. C'est une série qui parodie deux informaticiens qui travaillent dans une entreprise, The Hit Crow, donc en Angleterre, mais il leur arrive des situations complètement inattendues, et il y a des passages qui sont à mourir de rire, quoi. C'est vraiment avec un humour britannique assez particulier, et donc du coup je la conseille si vous avez l'occasion de la regarder. Cette série est assez sympa. Et du coup je retrouve l'acteur donc qui jouait un des personnages principaux de la série The Hit Crow. Donc là il jouait donc Mundy, donc c'est Chris O'Donnell. Après le doublage VF, c'est pas le même doublage VF que The Hit Crow, donc ça peut surprendre un peu. Mais en même temps on est quand même sur The Cloverfield Paradox, sur un film de science-fiction avec un petit côté horrifique et angoissant, mais il y a des passages quand même humoristiques, notamment avec cet acteur-là, et avec une petite référence à la famille Adams. Donc j'en dis pas plus pour pas spoiler, mais bon voilà, ça m'a fait quand même rire. Donc ouais, moi j'ai trouvé ça cool, franchement j'ai trouvé ça cool. C'était tellement surréaliste tout ça, mais voilà, franchement ça va avec tout le reste, et c'est normal, c'est par rapport à la réalité tout ça, et qui s'effondre. Alors il y avait aussi dans le casting John Ortiz qui jouait donc Monk. Alors lui je sais pas quelle nationalité il était représenté dans le film, peut-être en indien. David Oyelowo qui jouait Kiel. Alors lui c'était peut-être un américain. Zhang Ziyi qui jouait Tam. Alors actrice et mannequin chinoise, donc elle jouait peut-être une spationaute chinoise. Roger Davis qui jouait Michael. Alors lui on sait pas, il n'y a pas de fiche Wikipédia. Il y avait Donald, mais il y avait aussi des personnages qui étaient sur Terre aussi, c'est peut-être ça aussi. Michael, c'était pas son mari. Si, ouais, c'était le mari de la scientifique que l'on voit le plus dans le film. Donc on voit aussi des personnages qui sont restés sur Terre aussi. Donc oui, il y a Roger Davis qui jouait Michael, Donald Locke qui jouait Mark Stambler, Simon Pegg qui joue l'homme à la radio. Ah d'accord, c'est un caméo vocal. Il fait beaucoup de caméos, Simon Pegg, c'est un acteur assez culte qui joue notamment dans la trilogie Cornetto, qui est une trilogie qui est vraiment extraordinaire. J'ai vu que le premier pour le moment, mais on va beaucoup parler des deux autres films de la trilogie Cornetto, il faudra que je les regarde un jour. Et c'est l'acteur qui joue notamment dans Shaun of the Dead et dans d'autres films, et qui aime bien un petit peu tout ce qui est culture geek, et donc il fait un caméo vocal apparemment donc, dans le film. Ken Olin qui jouait l'homme à la radio, donc un autre caméo. Greg Grunberg qui jouait Joe, donc un autre caméo vocal. Et Susan Kreyer qui jouait la présentatrice TV, un autre caméo. Jeunesse et développement. Le projet est évoqué dès 2012 sous le titre God Particle, sans qu'aucun lien avec Cloverfield ne soit annoncé. Un clin d'œil est ensuite placé dans un élément du marketing viral de 10 Cloverfield Lane, avec une image de la Station Spatiale Internationale. Le lien avec les films Cloverfield n'est révélé qu'en octobre 2016, tout comme 10 Cloverfield Lane qui avait été tourné sous un autre titre. Ouais, donc j'ai l'impression que c'est
que c'est le producteur J. Abrams qui utilise son influence en fait pour brouiller un petit peu les pistes, de façon à lorsqu'il prépare, lorsqu'il y a des films qui vont arriver dans l'univers Cloverfield, que personne ne le sache jusqu'au dernier moment, de façon à ce que ça soit la grosse surprise. Et du coup c'est bien parce que ça évite de spoiler. Comme le nouveau Spider-Man, il n'est pas sorti, que ça spoil à mort quoi, de tous les côtés quoi. C'est abusé. Oui, oui, non, mais pour dire que quand même, J. Abrams, il se débrouille bien quand même pour garder le mystère, quoi, le plus longtemps possible. Distribution des rôles. Donc, ouais, c'est pas très intéressant comme info. Donc, il explique comment les gens sont arrivés sur le projet. Après, ça parle du tournage. Si je me mets à lire tout Wikipédia, on en a pour 2 heures. L'accueil sorti. La bande-annonce du film est présentée lors de la diffusion du Super Bowl de 2018, le 4 février 2018. Le film est disponible juste après sur Netflix, notamment en France, où il est également sorti en DVD et Blu-ray en février 2019. Accueil critique. Sur l'agrégateur américain Rotten Tomatoes, le film n'obtient que 17%, c'est tout. C'est vraiment peu ça. D'opinions favorables pour 5 ans de critique et une note moyenne de 4,5. Alors il y a un pourcentage très bas et pourtant une moyenne de 4,5, ce qui est plutôt pas si mal que ça. Avec un consensus disant que malgré un casting brillant, le film s'embourbe dans un mélange de genres dans des multiples sous-intrigues. Ils ont peut-être pas compris le film, les gens, je sais pas. Sur Metacritic, le film décroche une moyenne de 37 sur 100 pour 21 critiques. Moi, franchement, j'ai beaucoup apprécié le film, donc je comprends pas. Clin d'œil. Au début du film, on peut voir une station essence Kelvin, ainsi qu'une pancarte du même nom lorsque l'axe... Ouais, mais ça a un genre de running gag, quoi, mais c'est pas un gag, mais c'est une référence, donc ça a été... Non, je suis sur le 3. Mais en fait, ils en parlaient déjà dans le 2, mais en fait, qu'on s'appelle dans le... C'était le grand-père de J. Abrams qui s'appelait comme ça, et donc du coup, dans tous ses films, il essaie de placer Kelvin quelque part. C'était le prénom de son grand-père. Donc, au début du film, on peut voir une station essence Kelvin ainsi qu'une pancarte du même nom lorsque l'axe de la station est retiré, à côté du levier, que tente d'actionner le commandant, similaire à celle de Super 8. Il s'agit d'une référence au grand-père de J. Abrams nommé Harry Kelvin. Le réalisateur-producteur a déjà utilisé ce nom dans plusieurs de ses projets précédents, le personnage Kelvin Iman dans Lost les Disparus, ou le vaisseau spatial USS Kelvin dans Star Trek. Ouais, c'est qui ce qui parle? C'est Carla ou Neige? Ça va, Carla? On peut par ailleurs voir une figurine avec le mot Slusho. C'est quoi, Mao? Qu'est-ce qu'il y a? Ce mot apparaît brièvement dans plusieurs projets de J. Abrams comme Cloverfield ou la série télévisée Alias. Ah, c'était aussi J. Abrams, ça, Alias. Je savais pas ça. Slusho était le faux titre et un élément du marketing viral autour de Cloverfield. Donald Logue incarne ici Mark Stambler qui critique le projet spatial à la télévision. Dans 10 Cloverfield Lane, John Goodman interprète un personnage nommé Howard Stumble. Hein? Bah oui. Mais c'est pas lui qui parlait à la radio à Michael, tout ça, qui lui a dit que quand Michael a demandé qu'il faisait le relais, tout ça. Je sais pas. Parce que ouais, mais ça je peux pas en parler sans spoiler, donc on en parlera après dans la rubrique spoiler. Donc on va voir maintenant de la disponibilité DVD. Alors je savais plus où j'avais acheté le DVD, si j'avais acheté avec Leclerc ou ailleurs. J'ai regardé du coup sur notre fichier Excel, The Glut à moi, et finalement donc j'avais acheté le DVD à Cora. Donc je suppose que je l'avais acheté lors d'une promo, tout ça. En général, quand j'achète des DVD en hypermarché, je les achète rarement au prix fort, quoi. Je les achète pas à 14,99 ou à 20 balles, quoi. Je les achète en général quand ils sont déstockés dans les 5 euros. Donc j'ai dû l'avoir au plus cher, j'ai dû mettre 5 euros dans le DVD, ce qui est un prix vraiment très correct et ce qui nous a permis de compléter la collection Cloverfield. Ça faisait quelques années que je l'avais acheté, mais j'avais attendu de réunir les autres films Cloverfield, le 1 et le 2, avant de voir les 3 en suivant, quoi. Histoire de les voir tous d'un coup. C'était plus logique. Alors si on regarde sur internet, alors j'ai regardé sur Amazon, alors le DVD tout seul, expédié vendu par Amazon, il est à 9,99 €. Mais si on veut directement les 3, ils existent également en coffret. Par exemple, le coffret qui réunit les 3 DVD, Cloverfield 1, 2 et 3, sur expédié vendu par Amazon, il est à 20 €. Ce qui fait que, en gros, donc, ça revient à 3 DVD achetés, donc un offert, quoi, en gros, si on fait le calcul. Puisque si on mettait 10 € pour chaque film, ça ferait à 30 € à peu près. Après, je connais pas le prix exact de chaque film, mais ça me semble plus économique si on n'en a aucun d'acheter directement le coffret trilogie.
Après, c'est curieux, mais le coffret Blu-ray coûte moins cher que le coffret DVD. Le coffret DVD est à 20 €, le coffret Blu-ray expédié par Amazon à 19 € et 1 centime. C'est important le 1 centime. Je déconne, mais il y a vraiment 1 centime, donc c'est vraiment 19,1 centimes. Donc après, j'ai pas regardé, mais il y a plein d'autres sites internet, donc je sais pas quels sont les prix sur les autres sites, mais il y a la Fnac, il y a Vinted, il y a Le Bon Coin, il y a eBay, il y a Rakuten, etc. Après, si on cherche sur les vendeurs pro ou chez les particuliers ou en occasion, on peut peut-être trouver moins cher. Après, c'est un DVD qui est pas si courant que ça, donc il est toujours commercialisé, mais il est peut-être pas très connu, et donc c'est un film qui sera peut-être pas évident à trouver dans les années à venir. Donc pour le moment c'est encore possible, mais c'est pas sûr que dans quelques années on le trouve facilement. Parce que sur les 3 films Cloverfield, c'est peut-être le moins connu et c'est peut-être celui qui va être le plus compliqué à trouver plus tard. Après voilà, je connais pas trop la cote du film encore pour le moment, mais bon, c'est une petite estimation que l'on peut deviner. C'est tout, donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler, donc je vous conseille d'éteindre la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, une bonne fin de week-end, et à très bientôt. Salut, salut, au revoir. Et si vous êtes encore là, c'est qu'on peut continuer à parler un petit peu de Cloverfield, au moins quelques minutes. Alors c'est vrai que du coup, c'est un film qui suscite quand même des questions. Je vais revenir quelques secondes sur quelque chose que je n'ai pas lu hier, en fait, quand dans la rubrique spoiler, quand j'ai parlé de Cloverfield 1 et 2. Mais il y a un passage intéressant sur la fiche Wikipédia du premier Cloverfield. Alors je vais essayer de le retrouver. Ça doit être autour du film. Ou d'ensuite. Non. Ouais, c'est autour du film. Alors. Avant la sortie du film, de nombreuses rumeurs ont circulé quant à l'identité du monstre, Godzilla, mais aussi Cthulhu. On laisse attendre que Cloverfield serait ainsi l'adaptation de la nouvelle L'Appel de Cthulhu de 1926 de Lovecraft, dont Bad Robot Productions, la société de production de J. Abrams, aurait racheté les droits en 2003. Donc si la société de J. Abrams a les droits de Cthulhu, donc de ce qu'a fait Lovecraft, il pourrait éventuellement utiliser donc ces licences-là. Mais apparemment ce n'est pas le cas, mais il a peut-être pu s'en inspirer. Le film montre à plusieurs reprises le monstre ainsi que des sortes de grosses araignées, mais ni son nom, l'équipe de tournage l'avait surnommé Clover, ni surtout son origine ne sont données. On se contentera de ce commentaire de J. Abrams dans le dossier de presse du film. C'est un bébé tout juste sorti de l'eau où il a passé des milliers d'années. C'est un nouveau-né. Il est désorienté et irritable. Cette citation reliée avec la source d'inspiration de J. Abrams et les recherches effectuées autour du Bloop accréditer l'idée d'un monstre marin. Cette hypothèse est d'ailleurs évoquée au milieu d'autres dans le film par le personnage de Hud qui tient le caméscope. L'hypothèse la plus plausible est ainsi que la créature est un monstre marin réveillé par une société japonaise qui cherchait à extraire un ingrédient venant du fond des océans pour sa boisson énergisante, ingrédient extrait grâce à une plateforme pétrolière. D'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, c'est exactement le scénario d'un épisode de South Park, un épisode en 2 ou 3 parties, je sais plus, où une plateforme pétrolière déconne et réveille Cthulhu qui vient d'une faille sous-marine. Donc du coup, ça fait penser quand même à ça dans South Park. Et South Park l'a déjà fait. Donc ensuite, je finis de lire. Le satellite lancé par la société dévia de son orbite et elle s'écraser dans l'eau. C'est la forme que l'on voit s'écraser durant les derniers moments du film. Le satellite et l'activité en plein essor de la plateforme pétrolière provoquèrent, donc c'est l'ensemble, donc c'est à la fois la chute du satellite plus l'activité en plein essor de pétrolière qui ont provoqué le réveil du monstre dormant au fond de l'océan qui détruisit la plateforme. Cette hypothèse est confirmée par la présence de 4 vidéos cachées dans les DVD du film. Il s'agit de faux reportages de journaux télévisés, que l'on voit d'ailleurs dans le film à l'arrière-plan, car l'un des personnages cherche une batterie pour son portable, dans lesquels on voit la destruction de la plateforme. Cependant, on peut avancer une origine du monstre autre que marine. En effet, lors de la dernière scène du film, on retrouve Robert Hawkins et Bess McIntyre dans une fête foraine. La caméra est tournée vers la mer, juste avant que le caméscope ne se tourne vers le couple pour dire, ironiquement, la dernière réplique du film « C'était une journée extra ».
On aperçoit au loin, sur la droite de l'écran, à côté d'un ferry, une forme tomba du ciel et plongeant dans l'océan. On peut penser qu'il s'agit là de la première apparition du monstre, puisque cette scène se déroule chronologiquement avant la catastrophe, et qui pourrait donc provenir de l'espace. Ce détail n'a été que très peu remarqué au cinéma, mais il est plus depuis les sorties DVD. Alors, oui, mais c'est plus plausible en fait que ça soit le mélange de la plateforme pétrolière plus le satellite qui s'écrase dans l'eau au même endroit, plutôt qu'un truc d'invasion d'extraterrestres, même si ça contredit un petit peu le deuxième film. Donc c'est vrai que c'est pas évident, parce que du coup les deux scénarios sont plausibles. Après, c'est des théories qui ont été émises à partir de bonus et autres qu'on peut voir dans le DVD. Après, c'est vrai que la fin du premier film était assez ironique, parce que il y avait deux enregistrements qui étaient fusionnés dans la cassette. Il y avait l'enregistrement de base qui avait été en partie écrasé pour filmer ce qui se passait des événements, ce qui fait qu'on a deux événements différents qui sont fusionnés dans la même cassette. Et du coup, c'est assez marrant, puisque j'ai l'impression que J. Abrams aime bien jouer un petit peu avec les choses, faire des clins d'œil, nous taquiner un petit peu, tout ça, parce que voilà, je ne sais pas si c'est juste une simple coïncidence, mais voilà, il y a deux vidéos, donc deux scénarios qui sont fusionnés ensemble dans une cassette dans le premier film. Et là, dans ce film-là, il est question de deux univers parallèles carrément, qui finalement entrent en collision. Et donc du coup, on retrouve le même schéma, donc c'est assez atypique. Mais dans le premier film, il est question d'un monstre géant et de petits monstres que produit le gros monstre. On ne sait pas finalement d'où il vient tout ça, mais voilà, le fait qu'on sait que ça finit très mal, et du coup, la petite phrase à la fin, c'était une journée extra, c'était assez ironique et assez un peu un genre d'humour noir, quoi. Et dans le deuxième film, par contre, les monstres du deuxième film ne ressemblent pas du tout aux monstres du premier film, et ça fait penser plutôt à un genre d'invasion extraterrestre, tout ça, qui en ont vraiment après la Terre, tout ça. Et donc, du coup, en sachant que dans ce film-là, il est question donc de deux mondes parallèles qui entrent en collision, tout ça, on peut imaginer, donc dans les premiers instants, une des théories que je m'étais faite dans ma tête, c'est que finalement, les deux premiers films étaient dans deux mondes différents, qu'il y avait un monde, le premier film qui se passait dans un monde, et que le deuxième film à l'extraterrestre c'était un monde parallèle et deux histoires différentes. En fait, c'était une possibilité après tout, et que finalement le fait d'avoir utilisé un accélérateur de particules et finalement a fait fusionner ces mondes, et que tout est parti en vrille. Du coup, est-ce que l'histoire qui se passe dans le premier et dans le deuxième film sont dans le même monde ou pas? Donc ça, on ne sait pas vraiment. C'est pas très très clair. Mais par contre, on apprend dans ce film-là, en fait, lorsqu'il y a une surtension et qu'en fait, il ne trouve plus la Terre, en fait, finalement, il retrouve la Terre, mais elle n'est pas au même endroit qu'elle aurait dû être. Et en fait, ils se rendent compte que c'est pas leur Terre. D'ailleurs, il y a une femme qui est trouvée à bord dans les murs du vaisseau, et qui est vivante, qu'ils arrivent à sauver. D'ailleurs, qui est du coup la spationaute française, et qui en fait elle n'appartient pas à leur monde, elle était à la base dans l'autre station spatiale, dans l'autre Cloverfield, et sa station spatiale à elle s'est écrasée dans la mer. Et donc du coup ça nous permet donc de deviner que les événements du premier film sont situés dans la Terre 2, on va l'appeler Terre 2, donc dans la deuxième Terre. Et donc du coup nos héros, nos spationautes du troisième film sont sur Terre 1. Ça fait penser un petit peu à Flash, la série Flash, avec tous les mondes parallèles, tout ça, à DC, au monde de DC Universe, donc c'est assez particulier à comprendre. Mais mettons qu'il y ait Terre 1 et Terre 2, et éventuellement peut-être Terre 3 pour le deuxième film, mais après ça c'est à voir. Et donc non, terrestre, n'importe quoi. Et donc, du coup, ce qui se passe dans le premier film, ou plutôt, attends, non, puisque le premier film, donc l'action du premier film devrait plutôt être Terre 1. Donc, l'action du premier film devrait être Terre 1, puisque c'est le premier film. Donc, du coup, nos héros de la station spatiale, eux sont bien vivants, tout ça, mais ils se rendent compte qu'ils sont plus dans leur monde, mais plutôt qu'ils sont dans un monde où la station Cloverfield s'est écrasée.
Donc du coup, eux, les gens de Terre, on va dire les 3, Terre 3, se retrouvent dans Terre 1. Mais la situation sur Terre 1 semble être un petit peu en avance au niveau économique et autres, donc et militaire semble un petit peu en avance. Donc certains événements qui se sont passés sur une planète ne se sont pas forcément placés encore sur l'autre. Et donc on apprend que sur Terre 1, apparemment, ils sont dans une guerre depuis très longtemps. Et notamment qu'il y avait et qu'apparemment que plusieurs pays étaient entrés en guerre et qu'il y avait eu et eux dans leur monde à eux, dans Terre 3, il y avait avant qu'ils partent dans l'espace et avant qu'il y ait eu surtension, avant qu'ils partent dans un monde parallèle, il y avait de grosses tensions entre l'Allemagne et la Russie, de très très grosses tensions, et des tensions qui d'ailleurs qui étaient visibles à bord entre les deux spationautes russes et allemands. Et donc sur Terre 1, il y a eu carrément une guerre, mais du coup Terre 1 aurait fait face à la fois aux monstres géants, puis à une guerre entre différents pays, tout ça. Du coup, ce qui se passe dans Terre 2, donc l'homme paranoïaque qui a enlevé Michel, il avait émis plusieurs hypothèses, notamment que c'était une guerre nucléaire envers différents pays, tout ça, mais également d'histoire d'invasion extraterrestre, tout ça. Il avait un petit peu mélangé tout ça et elle le prenait pour un gros parano, un psychopathe, tout ça. Sauf que bon, le gars était pas net, tout ça, et apparemment il avait une forte tendance à tuer les gens et à dissoudre dans de l'acide. Une très forte tendance, et donc du coup c'était pas très sain de rester enfermé dans le bunker avec lui. Sauf qu'une fois sorti du bunker, Michel a découvert que à l'extérieur, c'était pas beaucoup mieux. Il y avait des extraterrestres qui avaient envie de tuer tous les humains, qui étaient fort pas sympathiques et qui s'y prenaient de manière à créer carrément des génocides. Donc du coup, si les événements de Terre 1 et Terre 2 sont dans un seul monde, donc uniquement dans Terre 1, donc Terre 1 a fait face à la fois à un monstre géant venu des profondeurs, tout ça pour une boisson énergisante et une tentative à recréer l'énergie, parce que finalement on n'a pas su comme les énergies, on a fait n'importe quoi sur Terre. Donc bravo. Donc à suite à des problèmes d'écologie mal maîtrisés et à une forte consommation de boissons énergisantes, on a fait réveiller un monstre pire que Cthulhu. En plus de ça, des guerres ont éclaté, tout le monde s'est foutu sur la gueule, c'est la vrille, donc voilà, donc il y a des massacres, et puis les extraterrestres arrivent, ils nous surveillent depuis longtemps, mais là j'imagine, je digresse, donc j'extrapole, mais imaginons que malgré tout ça suffise pas. Allez, un monstre qui vient des profondeurs, pire que Cthulhu, pourquoi pas, des guerres entre les nations, pourquoi pas. On va rajouter maintenant des extraterrestres qui arrivent, qui rasent tout, qui génocient les humains, et voilà. Donc voilà dans quoi vivent les gens de Terre 1. Et donc, du coup, les gens de la station spatiale qui n'a pas encore explosé en mer se retrouvent face à ce monde parallèle et ils se demandent dans quoi ils ont mis les pieds. Et en plus de ça, le problème c'est que deux réalités ne peuvent pas cohabiter ensemble, et donc du coup il y a des problèmes d'effondrement de réalité, des événements qui ne devraient pas se produire, qui se produisent, et tout part en vrille, et finalement ils font une course contre la montre pour pouvoir essayer de retourner sur leur monde et essayer de sauver leur monde. En sachant qu'il y a peut-être un ou plusieurs traîtres à bord qui ne vont pas les aider non plus. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut voir dans ce troisième film. Donc du coup ça fait, oui, ce que je voulais dire aussi, donc il y a évidemment des références, donc notamment des références à la station spatiale Cloverfield et au premier film. Également à la toute fin du film, lorsqu'il y a deux survivants qui arrivent à rentrer dans leur monde et qui se croient sauvés. Seulement le problème c'est qu'il y avait lorsque deux astronautes, alors je ne vais pas dire lesquels pour pas tout spoiler, mais bon, on est quand même dans le rubrique spoiler. Donc quand il y a deux astronautes qui sont revenus dans leur monde, ils ont accompli leur mission, on a l'énergie, on est revenu dans le monde
c'est génial. Maintenant, on se casse, on quitte la station spatiale et on se barre sans avoir eu le temps d'écouter toutes les communications sur Terre. Oui, parce qu'il y a eu une coupure. Oui, il y a une coupure et ils ont pas, ça aurait pu revenir les communications, ils n'ont pas voulu attendre. Ils étaient trop pressés de revenir sur Terre et du coup, nos spationautes n'ont pas eu toutes les informations. Et donc, à la dernière scène du film, lorsque la capsule descend, on voit un monstre qui ressemble beaucoup au monstre du premier film, donc le truc gigantesque, qui arrive, et alors on n'est pas très sûr, mais la scène donne l'impression que le monstre, en fait, que la capsule est en train de descendre et qui est au niveau des nuages, et que le monstre géant arrive et avale tout simplement la capsule, et en gros ils se font bouffer, quoi. Donc du coup, en fait, ils se croient sauvés, mais pas du tout. Et le souci, c'est que, en fait, le fait d'avoir utilisé l'accélérateur à particules a créé des problèmes dans les deux mondes parallèles, et donc du coup ils ont rapporté sur Terre également des choses qu'il ne fallait pas rapporter. Grosso modo, c'est ce que l'on peut deviner. Donc ça, c'est le lien entre le premier et le troisième film, mais il y a également un lien dont j'ai pas encore toutes les explications, qui reste assez mystérieux, avec le deuxième film. Puisque ce qui nous fait dire que les événements du deuxième film se sont passés dans l'univers du premier film de Terre 1 et pas dans Terre 2. Tout simplement parce que vers la fin du deuxième film, pas à la toute fin parce qu'après il y a encore des scènes qui se passent, mais lorsque le film est quasiment vers la fin, à un moment donné, l'héroïne, donc Michelle, elle sort du bunker et finalement, avec les trucs explosifs, donc le bunker saute et explose complètement, il n'en reste plus rien. Donc le bunker, il n'existe plus sur Terre 1. Sauf que le mari donc de l'héroïne du troisième film, à un moment donné, donc lorsque la station spatiale disparaît et qu'il se retrouve dans un monde parallèle, en fait, il commence à se passer des trucs chelous, pas bien nets sur Terre, sur sa planète à lui, donc il s'appelle Michael. Durant un de ces événements où on comprend pas trop ce qui se passe, dans les décombres, il trouve une petite fille qui appelle à l'aide, et donc du coup, il demande à un de ses contacts, un de ses amis, on sait pas trop qui, de pouvoir rentrer dans son abri. Et il s'avère qu'en fait, l'abri où il va se réfugier avec la gamine, c'est exactement le même abri, mais copié-collé. Moi, pour moi, la ressemblance est flagrante. Pour moi, c'est vraiment l'abri anti-atomique utilisé dans le film de Cloverfield 2. Sauf que dans le film Cloverfield 2, l'abri, il saute. Et là, il est intact. Et puis, du coup, les événements qui se sont déroulés dans le film Cloverfield 2 ne se sont pas déroulés dans cet abri-là. Ce qui confirme que ça ne se passe pas sur la même Terre, donc sur le même univers parallèle. Néanmoins, on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne sait pas, des explications qui restent en stand-by. Par exemple, dans le deuxième film Cloverfield, on apprend à un moment donné on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec l'histoire de la prétendue fille du ravisseur, mais il y a une pièce avec un générateur où on voit donc un médaillon avec du sang et on voit également le mot help écrit de l'intérieur du bunker. Donc il y a une boucle d'oreille. Et donc du coup il y a quand même des choses, on ne sait pas trop quoi. Et donc du coup on a donc Michael qui arrive dans ce même abri avec une petite fille. Donc il est également question d'un abri anti-atomique qui ressemble beaucoup à l'abri du 2. Et il est question également d'une fille. Sauf que là c'est pas les mêmes protagonistes. Et du coup, quel est le lien avec tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a plein de mystères, il y a plein de choses qui restent à élucider. Et du coup, il y a un énorme potentiel sur ce film, sur cette franchise-là, et plein de choses qui restent en suspens. Alors, à ce qui paraît, le film Overlord n'a strictement rien à voir avec Cloverfield, mais il y aurait un quatrième film qui devrait sortir pour 2022, apparemment, s'il n'est pas repoussé. Et donc j'attends le quatrième film Cloverfield avec impatience, et j'espère, on va très certainement avoir une nouvelle histoire qui se regardera un petit peu en stand-alone comme chaque film, mais avec des éléments de puzzle supplémentaires pour comprendre un peu plus l'histoire. Voire peut-être que ce sera le quatrième film qui bouclera complètement la saga. Donc on ne sait pas, mais voilà, je suis assez impatient de voir le prochain film Cloverfield et essayer de comprendre un peu plus tous ces éléments de puzzle, parce qu'il y a un potentiel énorme et c'est vraiment très intriguant.
Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce film-là. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Zulut? Sur ce, donc, on vous dit une bonne fin de week-end. À très bientôt et au revoir. Salut, salut!